Et salut à tous, bienvenue dans votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous pour une grande nouveauté. Aujourd'hui, le 20... On est combien? On est le 26 ou le 25? Emmanuel, on est le 26. 26. On est le 26. Alors aujourd'hui, mardi 26 décembre, nous lançons le premier podcast en duo avec Emmanuel que je vais vous présenter dans une seconde. Je suis Alexandre Pluvinage, le créateur et le hoster de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Emmanuel, c'est un copain, mais c'est aussi, et moi, je le définirais un peu comme le couteau suisse de la cybersécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un mec qui est un IT au départ, donc même s'il connaît un petit peu moins aujourd'hui qu'avant, il connaît la partie technique. C'est quelqu'un qui connaît très bien la sécurité informatique, qui s'est développé là-dedans, mais il connaît aussi l'autre côté, celui qui nous intéresse, nous, dans ce podcast, à savoir le côté humain, parce que Emmanuel, il est aussi psychologue, il a aussi été chercheur à l'université, enfin, il connaît un petit peu tout, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, c'est super cool. Emmanuel, salut, bienvenue sur le podcast pour la première fois. Comment vas-tu? Salut Alexandre, écoute, merci de m'inviter et en plein milieu des vacances, là, tout va bien, hein? Oui, c'est ça, je t'ai un peu dérangé avec ta famille, ça va, mais ta femme est pas fâchée. Non, pas encore. Tu mis un peu de temps à répondre? Bon, on verra. Donc aujourd'hui, on va parler de mots de passe. On va parler de ce sésame qui sécurise nos comptes en ligne, qui a des qualités, qui a aussi, à mon avis, des défauts, on va en parler. Puis on va peut-être commencer par un peu l'histoire du mot de passe. Parce que le mot de passe, on a l'impression que c'est récent, c'est avec internet. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le mot de passe, c'est très vieux. Déjà, dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient des mots de passe. Alors pas pour s'identifier dans leur compte en ligne, ils n'en avaient pas, mais pour se reconnaître, dans les bagarres, dans les batailles, par exemple. Bah, parfois, on fait une bataille avec le clan voisin, on ne se connaît pas tous exactement, on n'est pas tous capables de se reconnaître. On avait un mot de passe, une phrase de passe, un mot spécial qui permettait de savoir qu'on n'était pas en train de trucider son voisin et qu'on était bien en train d'attaquer le méchant qui était en face. Et puis ça c'est resté, je veux dire que même plus tard, au Moyen Âge, les Templiers aussi avaient leur code. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les combattants, anglais qui venaient en Europe cachés pendant la guerre, pour être sûrs de savoir qu'ils étaient en train de parler avec un compatriote à eux, avaient des phrases populaires ou des mots populaires tirés de chansons. Je dis populaires parce que ça venait souvent de chansons populaires ou de poèmes qui étaient très connus, pour être sûr que, bah, c'était bien en anglais et qu'ils n'allaient pas tuer un autre espion qui était là avec eux sans qu'ils le sachent. Mais le mot de passe, celui qu'on connaît, hein, le mot de passe virtuel, le mot de passe numérique, qu'on utilise aujourd'hui et qui nous pose beaucoup de problèmes, hein, on va en parler, bah, il a été inventé en 1961. Alors, il a été inventé au niveau du MIT, aux États-Unis. Pourquoi là d'abord? Parce que je pense que si je me ram tu me corrigeras peut-être Emmanuel si je me trompe, mais je pense que c'était la première université à avoir un ordinateur, un gros ordinateur et à l'époque les ordinateurs c'était une pièce complète, hein. C'était pas juste comme aujourd'hui, on a des tout petits laptops, c'était très, très cool, mais à l'époque c'était un hangar et ces ordinateurs, bah, il y en avait qu'un. Alors, oui, comment est-ce que je sais que moi je peux? «Ouais, mais il a déjà passé 2 heures dessus et moi j'ai du temps, j'ai du travail aussi». Eh bien, ils avaient des mots de passe. Ça leur permettait 2 choses. D'abord, de savoir qui rentrait dessus, hein, c'est un peu une sécurité, mais aussi, de savoir combien de temps ils y passaient, pour éviter que, bah, je pique le temps d'un autre qui lui aussi a le droit de mener ses recherches, hein. C'était pour des chercheurs sur le gros ordinateur de l'université. Alors ça s'est développé. Les autres universités ont eu leur laptop, ça y est, c'est parti, leurs ordinateurs, leurs méga ordinateurs et puis, bah, ils ont aussi implémenté le mot de passe et dès le départ et c'est ça qui est super drôle parce que finalement, dès le départ, il y a des chercheurs qui commençaient à deviner ou à chercher parce qu'évidemment alors qu'est-ce qu'ils faisaient d'abord? La première erreur, c'est ton mot de passe, OK, je vais le noter quelque part, je laissais parfois traîner le papier, mais il y en a un autre qui arrivait derrière qui voyait mon mot de passe et bah, qui me piquait mon temps d'ordinateur, qui me piquait mon accès à mon ordinateur parce qu'à l'époque, ils se volaient pas des données. C'était pas le but, d'aller vraiment voir ce que les autres faisaient dans leurs recherches. Il suffisait de leur demander, ils en parlaient entre eux, mais c'était quand même de garantir le temps d'accès à la machine et ils se pirataient déjà l'accès à la machine. Alors évidemment, aujourd'hui, bah, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on n'a pas un compte en ligne, on en a 10, 20, on a notre email, on a nos médias sociaux, on a les applications qu'on utilise pour acheter en ligne, on en a plein en fait et elles sont toutes sécurisées par un mot de passe. La sécurité de base, le niveau zéro de la sécurité dans toutes les applications aujourd'hui, c'est le mot de passe, encore. Alors qu'on sait depuis le début, bah, que ça marche pas, puisque quand ils l'ont inventé, ils étaient déjà en train de se le voler. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé, enfin, on va en parler, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais on n'a pas encore trouvé vraiment un système de tuer le mot de passe partout et bah, oui, donc aujourd'hui le mot de passe, bah,
c'est une sécurité faible. Et c'est une sécurité faible, pourquoi? C'est ça qui est intéressant, bah, c'est parce que ça colle pas avec nous. Ça colle pas avec nous en tant qu'humains, ça colle pas avec notre cerveau, notre manière de penser, en fait, de retenir. Le mot de passe, on a peur de l'oublier, donc qu'est-ce qu'on fait? On le note ou pour être sûr de ne pas le noter parce qu'on sait que c'est pas bien, on va choisir quelque chose de faible, à savoir son prénom, sa date de naissance ou son prénom et sa date de naissance, le nom de son chien. Enfin, c'est assez édifiant de voir que depuis 10 ans, le mot de passe, enfin il y a 10 ans, le mot de passe le plus connu, le plus utilisé, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Bah, l'année dernière, le mot de passe le plus utilisé, il y a eu une évolution, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clairement, ça montre bien que encore aujourd'hui, la plupart des gens ne se rendent pas bien compte des risques liés à l'utilisation d'un mot de passe faible. Parce que c'est ça le problème. En soi, que votre mot de passe ce soit 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fiche s'il n'y avait pas de risque. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y en a et on sait qu'ils augmentent. On sait qu'il y en a de plus en plus. On le voit, le nombre de gens qui se font pirater un compte Facebook. Et puis, c'est pas juste se faire pirater son compte Facebook. Après, c'est grâce à ça, le fraudeur ou le cybercriminel va pouvoir accéder à mes données, à mes contacts et parler avec eux. Il y a une histoire totalement édifiante d'une Américaine qui s'est faite pirater son compte Facebook et puis de là, le criminel, il est allé vendre des faux trucs, des trucs qui n'existaient pas sur Marketplace via son compte. Évidemment, c'était jamais livré. Donc les gens ont commencé à râler et ils ont il a chatté avec eux, il leur a répondu: «Oui, oui, oui, j'ai un problème». Il leur a fait patienter, puis à un moment, ça pouvait plus attendre. Donc les gens sont vraiment énervés. Il dit: «Bah, c'est pas grave, venez me voir à la maison». Il a donné l'adresse de la propriétaire du compte et cette pauvre femme s'est retrouvée un jour avec des gens qui tapaient à sa porte, qui étaient extrêmement agressifs parce qu'eux, ils avaient tout l'historique de la discussion qui allait pas dans le bon sens. Elle avait rien fait. Elle savait pas ce qui se passait. Elle s'est retrouvée avec des gens violents devant chez elle. Protéger ses médias sociaux, protéger ses comptes en ligne, c'est aussi protéger sa vraie vie. C'est protéger son argent, c'est protéger son intégrité. On vient de le voir là. Je pense pas qu'elle se soit faite agresser, en tout cas pas physiquement, mais enfin, ça devait être quand même vachement lourd à supporter. Donc le mot de passe, c'est loin d'être un détail et on va le voir, je vais déjà vous donner un petit hint sur la suite, on va le voir, le mot de passe, c'est aussi très simple à gérer correctement. Il suffit juste de savoir un peu comment faire et de prendre quelques minutes pour le faire. Et donc on va en parler aujourd'hui avec Emmanuel et on va commencer parce que moi ce qui m'intéressait aussi, c'est pas juste le mot de passe, c'est pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce que ce mot de passe, on va le créer simple et dans les études qui ont été faites peut-être psychologiques, alors toi qui es psychologue, tu vas pouvoir aller un peu plus loin que moi, mais juste le détail, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et plein sur le mot de passe parce que c'est vraiment le problème de sécurité générique et ils se sont rendus compte que tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de connaissance. Je veux dire que ce qui était super intéressant, c'est que tout le monde sait qu'un mot de passe, c'est important, qu'il doit être long, différent et qu'il ne faut pas le noter, donc que c'est quelque chose de sérieux. Et malgré ça, tout le monde préfère choisir un mot de passe simple pour une seule et unique raison, pas l'oublier. Qu'est-ce que tu penses de ces études, toi, Emmanuel? Parce que c'est quand même. En fait, on le sait, mais on continue à proposer des mots de passe et on continue à utiliser des mots de passe. Oui, et en même temps, on n'a pas beaucoup d'alternatives, hein. C'est-à-dire que le mot de passe, ça reste le moyen d'identifier quelqu'un qui est bon marché aussi. C'est-à-dire que de la biométrie, il faut avoir, soit une caméra, un lecteur d'empreintes digitales ou quelque chose, donc il faut un matériel bien spécifique. Un mot de passe, bah, Mmh. il faut ce que tout le monde a, un clavier et un écran. Donc c'est déjà le moyen le plus abordable. Et un Et post-it pour puis le c'est noter. aussi oui, voilà, ou un ami à qui le dire. Mais, mais en soi, le truc, c'est qu'il y a aussi une habitude, c'est quelque chose que les gens connaissent et maîtrisent. On sait aussi que quand il y a une nouvelle technologie, auquel on doit faire adhérer les gens, ou enfin à laquelle on doit faire adhérer les gens, ça prend du temps. Il y a des gens qui vont y passer, facilement, il y en a d'autres qui vont être un peu plus, difficiles à convaincre et donc le mot de passe, bah, comme tu dis, c'est là depuis tellement longtemps que, ça reste la solution par défaut pour, la plupart. Parce qu'on sait qu'on peut l'appliquer à tout le monde, que ça ne va pas poser trop de problèmes, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a plus de risques de se faire hacker parce que, bah, comme on va en parler, notre mot de passe, on peut le trouver quasiment partout si on utilise toujours le même et heu Ouais. et si on veut en utiliser des différents, bah, ça devient difficile à gérer et on a une tendance à les garder un peu trop simples et donc on peut facilement les deviner. Et trop longtemps. Heu, oui, voilà Et trop longtemps parce que et tu le donc disais, effectivement, on se les fait voler, alors on se les fait voler soi-même, hein, on va en parler du phishing, mais on se les fait déjà parce que c'est ça que la plupart des gens ne savent pas, heu, les plateformes se les font voler.
Je veux dire que les Mmh. piratages de mots de passe de LinkedIn, de Facebook, enfin, il y en a un paquet. Évidemment de plein d'autres petites entreprises beaucoup plus petites et donc dont on parle peut-être moins. Évidemment, si j'utilise le même mot de passe partout et qu'il est perdu une fois par une plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, bah, alors mon mot de passe, il est connu pour tout le monde et ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce truc-là, mais les cybercriminels, ils ont des robots. Ils ont des robots qui vont aller, bah, en fait, comme les robots de Google, enfin, on appelle crawler les pages pour voir, hein, pour les référencer, bah, ils font la même chose avec les mots de passe. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un mot de passe et un identifiant. C'est souvent un email, parce que c'est une habitude qui a été prise partout et à partir de là, je vais aller sur internet, enfin mon robot va aller sur internet et puis il va aller tester partout. Facebook, X, Instagram, Amazon, Microsoft Office 365, enfin toutes les plateformes possibles et imaginables. La liste certainement se rallonge. Je la connais pas la liste, je suis pas de côté des cybercriminels, mais on se doute bien qu'elle se rallonge et puis à partir de là, ils savent exactement où est-ce que ça rentre. Donc s'ils ont un mot de passe, ils sont capables de savoir à un instant T à quel endroit il ouvre encore et typiquement ça leur permet de vendre des mots de passe de qualité à des gens qui justement, eux, bon, bah, vont se spécialiser dans le piratage de comptes informatiques. Beh, on l'a vu, hein, il y a ce sketch de McIntyre qui est un comique anglais qui Ouais. explique que les mots de passe ont évolué, qu'on a juste rajouté un 1, un point d'exclamation. Il y a une réalité là derrière, c'est que l'être humain est un être d'habitude et donc une fois qu'on a Mmh mh. pris une habitude avec un mot de passe, on va pas la changer complètement, on va la faire évoluer en général. Donc nos mots de passe sont souvent basés sur les mots de passe qu'on avait déjà avant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a dit: «Ah 6 caractères, c'est pas assez», puis 8, puis 12, puis 14. Et puis il faut un caractère, un majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre, voilà, on devient mais en général, en effet, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à remplacer le «e» par un 3, le 1 par un point d'exclamation, enfin, on fait tous à peu près la même chose et donc on sait que théoriquement, plus on met de possibilités de caractères différents, plus normalement ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire les différentes possibilités qu'il y a dans un mot de passe et qui va le rendre plus difficile, devrait augmenter. Mais en réalité, quand on parle d'un être humain, cette augmentation n'est pas énorme parce que on fait toujours la même chose. Et donc, oui, on a augmenté le nombre de possibilités théoriques pour les mots de passe. On peut utiliser plein de caractères différents, mais dans la réalité, on utilise toujours les mêmes, hein. On commence par une majuscule, ensuite continue ensuite par des minuscules, on finit souvent par un point d'exclamation ou un truc comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on va retrouver, assez régulièrement et donc la facilité de, deviner ces mots de passe et ben, elle a pas tellement changé. Un petit peu, mais pas énormément. Non et on va en Surtout que, parler, comme hein, tu dis, parce que ils ont des la robots, longueur et la voilà. s voilà, la longueur et la sécurité des mots de passe, on va en parler parce que je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure avec les gestionnaires de mots de passe. C'est un qui s'est fait pirater l'an dernier, c'était dans la presse. Mais en revenant sur le vol de mots de passe, donc on a couvert la partie, bah, les plateformes se les font voler, ils les testent et ensuite ils savent où ils rentrent, mais ils vont aussi nous voler nos mots de passe. Il y a une étude de 2020, qui a été faite sur les emails de phishing qui étaient envoyés et ils se sont rendus compte que le mail de phishing, il y a les 3 plus importants. Un, c'est justement le vol de mot de passe, le vol de comptes en ligne, les Office et cetera. Le deuxième, c'était, tout ce qui était compte bancaire et puis le troisième, c'était des emails avec des malwares ou en tout cas avec des liens qui amenaient vers un malware. Ça représentait, si je ne me trompe pas, plus de 80 des emails de phishing qui sont envoyés. Alors c'était en 2020, bah, c'est intéressant d'ailleurs parce que 2020, c'était aussi le covid et c'est là qu'on a vu beaucoup de vols de comptes professionnels. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, tout le monde s'est retrouvé à la maison et les entreprises ont dû investir pour celles qui l'avaient pas et ceux qui l'avaient, bah, ont continué avec, dans des comptes de travail en ligne comme Office 365, la suite Office et cetera. Mais alors je devais me loguer de la maison. Je devais avoir un système d'identification et donc un mot de passe, qui permettait de m'identifier sur la plateforme pour pouvoir travailler et on a vu beaucoup d'emails de phishing de ça, disant par exemple, «Oui, c'est un email, Outlook, bah, tu vas plus pouvoir accéder à ton Outlook dans 1 heure parce que ton mot de passe a expiré, clique ici». Alors en plus, il y en a des rigolos parce que moi j'en ai encore un exemple, parce que je les garde, où il y a pas marqué «changer ton mot de passe», il y a marqué «cliquez ici pour garder ton mot de passe». C'est absolument ridicule. On va pas garder son mot de passe. S'il y a un problème, on va le changer et pas le garder. Mais c'est tellement rassurant que je puisse garder mon mot de passe que, bah, je clique dessus. Et la partie la plus intéressante là-dedans, quelque chose qu'on a vu vraiment, qu'on nous on a découvert en tout cas au niveau enfin, pendant la période du covid, c'est que tous ces emails d'identification,
arriver sur une page d'identification. Donc Microsoft 365 avec un champ, hein, login, password et puis identifiez-vous. Et quand on a fait les tests, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on tapait son mot de passe la première fois, on avait un message d'erreur qui disait: «Ah, erreur, réessayez». Alors quand on y réfléchit, on se dit: «Beh, attends, ça colle pas». Là, dans le coup, moi, je sais que c'est du phishing. Je sais que c'est une page qui n'est pas une page Microsoft, donc ils n'ont pas mon mot de passe. Donc ils ne peuvent pas vérifier que ce mot de passe ne fonctionne pas, ils l'ont pas. Et le mot de passe, je dois le rentrer une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils ont créé là? Ils ont créé ce qu'on appelle la qualité des données parce que, eh bien, si je dois le rentrer une deuxième fois, psychologiquement, je sais que je vais faire attention parce que j'ai souvent 2, 3, parfois 5 maximum essais avant que mon compte soit bloqué. Et donc, on fait tous ça. Que ce soit sur un clavier ou sur un téléphone, on va rentrer son mot de passe d'abord sans faire très attention, rapidement, et puis si on se plante, on va regarder où est-ce qu'on pose nos doigts sur les touches et on va taper son mot de passe pour limiter le nombre d'erreurs. Et pour les fraudeurs, c'était génial ça. Pour les criminels, c'était fantastique parce qu'ils pouvaient, le comparer au premier parce qu'ils capturent les 2, donc vérifier que, c'était le même, et donc celui-là, on est sûr qu'il est bon, et puis s'il y a un doute, je vais plutôt prendre le deuxième parce que normalement la personne l'a tapé en faisant attention et donc la qualité est meilleure. Ils ont créé un système pour nous voler nos mots de passe et ensuite ils l'ont doublé avec un système qui permet d'être sûr que je lui donne le bon et que je ne crée pas je ne leur envoie pas un mot de passe qui serait erroné. Je veux dire, j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens parce que c'est des criminels, mais au niveau créatif, au niveau, qualité du boulot, ils sont quand même assez impressionnants. L Tout ce qu'ils investissent pour avoir la qualité dans les données, pour pouvoir faire le plus de dégâts finalement avec ce qu'ils font, moi ça m'étonne quand même. Enfin, c'est impressionnant. Ils sont Et pragmatiques en tout cas, hein. ouais, ouais, ah ouais, et ils évoluent vite, ils évoluent plus vite que nous d'ailleurs. Et puis alors, c'est toi qui le disais effectivement, hein, il y a la qualité de des données, des mots de passe, les mots de passe qui sont censés être de plus en plus longs, mais que, on ne rend pas plus sûrs nous-mêmes. Hem Et alors on nous dit de faire des phrases de passe. Alors je sais pas, c'est un conseil qu'on donne beaucoup, je ne sais pas si les gens le prennent. Est-ce que la phrase de passe vit réellement? Qu'est-ce que tu penses toi, en fait? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui créent une phrase de J'ai pas passe? non plus, je Moi pense que j'en ai d'abord évidemment, il y mais a oui, je suis aussi très branché, phrase de passe. Je pense que c'est plus facile quand on doit retenir des mots de passe longs, mais il y a quand même relativement peu de systèmes qui demandent des mots de passe très, très longs. Je crois que le souvent le minimum maintenant est mis sur, 10-12, hein, donc c'est déjà pas mal, mmh mh. mais c'est pas vraiment une phrase en soi. On peut encore trouver des mots, surtout si on rajoute des petits points et des trucs comme ça. Hem, mais c'est vrai que la difficulté avec le mot de passe, et on en discutait, un peu off, c'était, c'est de le retenir. C'est pas de Oui. bon, déjà en créer un qui est un peu complexe, c'est pas toujours évident, mais on a un peu de créativité, parfois là-dedans. Mais c'est de se dire: «OK, maintenant il faut que je le retienne». Heu, Avant, il y avait une grande tendance, hein, à vouloir changer de mot de passe tous les mois, donc c'était quand même un effort de devoir retenir quelque chose de nouveau chaque mois. C'est vrai que même les recommandations à ce niveau-là ont changé ces dernières années. On se rend compte qu'on préfère avoir un mot de passe un peu plus long, plus résistant, mais qu'on garde plus longtemps. En tout cas, tant qu'on est, Mmh mh. assez sûr qu'on n'a pas que quelqu'un ne nous l'a pas piqué ou qu'il n'a pas été compromis. Justement pour devoir éviter ce problème de quand il y a un mot de passe qui est long, on sait que ça prend plus de temps à taper, donc il y a plus de chances qu'on fasse une erreur dedans, donc c'est plus stressant. Si on le tape régulièrement, ça devient une habitude, on ne doit plus y penser. Mais pour créer une habitude, il faut du temps, et si tous les mois ou tous les 2 mois on doit changer, en gros, on ne profite de cette habitude que pendant très peu de temps, pendant une semaine ou 2, Mmh mh. et donc on est stressé tout le Ouais. temps, voilà, et c'est à ce moment-là que, bien sûr, pour éviter d'être stressé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le post-it ou prendre un mot de passe qui va être, janvier, février, mars avec le nom de l'année, enfin des trucs comme ça, ou rajouter un numéro derrière à chaque fois, ce qui est pas non plus une autre chose. Alors il y a des systèmes qui commencent bien sûr à détecter ça et à empêcher ça, mais en fait ce qu'on fait à chaque fois, c'est stresser l'utilisateur, et stresser l'utilisateur, c'est jamais une bonne chose non plus en fait, parce que, le but d'un utilisateur, la plupart du temps, c'est de travailler, et on travaille moins bien quand on est stressé, enfin pour la plupart des gens. Donc bon, il y a une sorte d'équilibre à trouver, là-dedans, et les phrases de passe normalement devraient permettre en effet de rendre les mots de passe longs et complexes sans qu'ils soient trop difficiles à mémoriser. Maintenant, J'ai une je question pense que pour comme toi. beaucoup de choses, il faut Est-ce le que temps, tu quoi. Ouais, ouais.
Oui, ça, alors là, évidemment. Mais petite question, à ton avis, si j'ai un mot de passe unique, donc pour chaque compte différent, et ce que je dis est super important parce que c'est, hein, le postulat de départ a toute la valeur qu'il doit avoir. Si j'ai un mot de passe, ça y est, unique, différent pour tous mes comptes, long, une phrase de passe de, 15-20 même 20 caractères, on va dire, est-ce que je dois quand même le changer de temps en temps? À ton avis? Et attention, hein, il y a le côté, spécialiste de la sécurité qui va dire: «Oui, il faut le faire», mais le psychologue, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il dit? Mmh, alors, déjà, hein, si quelqu'un arrive à avoir un mot de passe différent pour chaque site, pour chaque utilisation, soit il a vraiment peu d'activité, soit, il a une mémoire de dingue. Parce que, enfin moi je sais pas, je pense je dois avoir enfin non, je le sais parce que j'ai un gestionnaire de mots de passe et je pense que j'ai plus de 180 mots de passe qui sont enregistrés dedans donc Ouais, ouais. j'arriverai pas à le retenir de moi-même, c'est pas ou bien il faut avoir une petite logique et on peut y aller. Le problème c'est que s'il y a une logique et qu'on a des hackers qui arrivent justement à retrouver 2 ou 3 de Mmh. nos mots de passe, ils peuvent deviner la logique si elle est pas trop compliquée et donc ils peuvent commencer très facilement à deviner les mots de passe sur les autres systèmes. Donc voilà, il y a aussi des problèmes avec ça. Donc oui, si vraiment on arrive à avoir, 20 mots de passe par exemple, moi ce que je recommande souvent, c'est si on veut vraiment le faire sans gestionnaire de mots de passe, c'est d'avoir des mots de Mmh. passe par catégorie. Des mots de passe pour mon email, des mots de passe pour mes systèmes bancaires, un pour mon système bancaire, pour mes réseaux sociaux et puis un mot de passe relativement facile pour, les trucs où je vais pas souvent, où il y a pas d'argent, genre, mes cartes de Ouais, fidélité sur un magasin ou des moins trucs comme ça, important, voilà. ouais. Mmh. Voilà, moins important. Ça fait déjà, 5 ou 6 mots de passe à retenir, ce qui est pas rien. Il faut savoir, il faut connaître le mot de passe, il faut savoir à quel cadre il s'applique, enfin donc ça prend aussi du temps et en effet, je le changerai pas tous les mois, hein. Ça c'est, sinon c'est on va revenir à, c'est stressant, on va faire des erreurs et donc on va se revenir sur des mots de passe trop simples. Maintenant, c'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'on devrait le changer alors? Alors c'est vrai que sur les sur certains sites, bah, on vous demande pas de le changer. Vous pouvez le garder 10 ans, Non, ça sera bon. s'il est sûr, Souvent ce unique et qu'ils font, qu'on est ils sûr qu'il a voilà, pas été perdu. s'il a pas été Est-ce que perdu. je dois changer Alors, la clé de ma maison si j'ai pas perdu la clé de ma maison? Bah non, bah, non. Non et tu l'avantage peux pas. maintenant, c'est que vous regardez sur Chrome, sur Edge, sur toute une série de systèmes, Mmh. vous pouvez voir si votre mot de passe a été, retrouvé dans une fuite de Ouais, données et exact, donc exact. on peut utiliser ça pour savoir: «OK, là, celui-là, il est compromis, ben, je le change». Je pense que c'est vraiment Mmh. le plus simple à faire. Avant, il fallait aller sur des sites comme, Have I Been Pwned qui n'étaient pas toujours faciles à trouver pour certains. Maintenant, c'est devenu, je pense que quasiment la plupart des fabricants de logiciels et d'hardware, hein, Apple, Microsoft et cetera, ont Mmh. intégré ça dans leur système à eux. Donc ça devient relativement facile à utiliser. On a toujours le même problème, les gens ne le savent pas ou ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Hem, Moi, j'avoue que j'ai encore, je pense, un ou 2 mots de passe qui ont été compromis que j'ai pas changés, heu, parce que, Ouh, faut pas dire parfois ça. avec une faille, on en a une quarantaine qui sont des vite, Oui. bloquées, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est, Et donc, donc et ça parce que prend tu du en as temps. parlé en fait, tu as parlé de la solution, hein, déjà, c'est le gestionnaire de mots de passe. Parce que finalement, c'est ça la bonne manière pour protéger ses mots de passe. Tu en connais encore quelques-uns, tu l'as dit. Moi, j'en ai encore quatre phrases de passe que je connais par cœur, qui sont notées nulle part, et qui sont des phrases de passe que j'ai décidé de retenir, qui sont assez faciles pour moi et que, bah, comme je les utilise régulièrement, tout va bien. Tout le reste, j'ai plus de 200 mots de passe, donc je te bats, mais je pense qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels je vais plus du tout et donc il faudrait que j'aille faire un petit coup de ménage, ça ferait pas de mal. J'ai plus de 200 mots de passe, mais je les connais pas. Je les connais pas parce que c'est mon gestionnaire de mots de passe qui fait le boulot pour moi. Alors ils sont géniaux les gestionnaires de mots de passe aujourd'hui puisque ils vont le créer, ils vont me le proposer, ils vont me le retenir, ils vont me le redonner quand j'en ai besoin du style: «Ah tiens, tu te connectes sur ce site, j'ai un mot de passe pour toi, est-ce que tu veux l'utiliser?» Oui et puis il y aura, on va en parler aussi des biométriques, il y aura une deuxième sécurité pour permettre que n'importe qui n'utilise pas ce gestionnaire de mots de passe à ma place. Hem Et puis, ça aussi tu l'as mentionné et c'est récent et c'est vraiment bien, bah, ces gestionnaires de mots de passe, ils vont aussi aller voir sur internet pour tester si mes mots de passe ont été compromis et je reçois une alerte. Quand je reçois un mot de passe ou quand j'utilise un mot de passe qui a été compromis, il va me dire: «Attention, je peux te le donner, mais
Il y a plus que toi, il y a pas que toi qui le connais, donc moi je te conseille de le changer tout de suite et ça, on peut le faire aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment le couteau suisse. Alors toi, tu étais mon couteau suisse du podcast de la cybersécurité. Le gestionnaire des mots de passe, c'est le couteau suisse de la gestion des mots de passe. Il fait tout ce qu'il faut faire pour avoir des bons mots de passe longs, et complexes et différents. Alors, je vais pas te demander lequel tu utilises toi, c'est peut-être un truc que tu dois pas, moi je peux le dire, j'ai pas de souci, je peux parler pour moi. Mais c'est une question que l'on me pose souvent quand j'en parle, c'est: «Ouais, mais bon, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui inquiètent les gens aujourd'hui, c'est un: «Ouais, mais si j'ai pas mon téléphone, je sais pas y accéder ou comment je fais?» Bah, ils sont dans le cloud la plupart du temps. Mais 2, c'est: est-ce qu'ils sont bien sécurisés? Alors, on peut parler d'abord du cloud. Effectivement, bah oui, la plupart aujourd'hui sont dans le cloud. C'est bien. Alors oui, le cloud, il y a plein qui disent le cloud, c'est pas sûr. Si, si, le cloud, c'est sûr, surtout si on prend des grands noms. Bah, ils savent ce qu'ils font, ils sécurisent ça mieux que nous. Et puis, de toute façon, je dis pas que le risque n'existe pas. Le risque existe toujours un tout petit peu. Mais entre avoir un mot de passe faible que tout le monde connaît, hein, parce qu'il a été perdu, et mettre plein de mots de passe longs, sécurisés, vraiment sûrs dans le cloud, avec peut-être une petite chance qu'un jour il y ait un problème, bah, le choix est vite fait. C'est beaucoup plus sécurisé d'aller utiliser un gestionnaire de mots de passe dans le cloud que de ne pas utiliser de gestionnaire de mots de passe et puis avoir des mots de passe qui sont faibles, répétés, etc. Ça, je veux dire, on va peut-être pas trop en discuter, c'est quelque chose qui est clair aujourd'hui, c'est connu. Mais est-ce que ces mots de passe, ces gestionnaires de mots de passe sont sûrs aujourd'hui? Parce que, bah, on l'a entendu, hein, l'année dernière, LastPass, qui était un des plus grands dans le commerce, bah, ils se sont fait pirater. En plus 2 fois, c'était peut-être pas très malin. Ils se sont fait voler du code au mois d'août, si je ne me trompe pas et puis, fin d'année, ils ont dit que les hacks pirates étaient partis avec les coffres forts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accédé aux mots de passe, ils sont partis avec les coffres forts, hein, les fichiers encryptés, très forts encryptés de chaque utilisateur ou de beaucoup de leurs utilisateurs. Ils avaient pas la clé pour l'ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais justement, quand ils sont partis avec le coffre-fort, c'est un mot de passe qui permet de déverrouiller le coffre-fort dans lequel, Yes. se trouvaient tous les mots de passe. Donc si on avait mis un mot de passe trop facile, parce que bien sûr qu'ils vont essayer de les casser. Enfin, ils ont réussi à avoir les coffres-forts, ils vont essayer de les ouvrir. Hem, Là Et déjà, puis en ils sont en local, effet, c'est-à-dire qu'il y a même plus de 3 essais, ils ont autant d'essais qu'ils veulent maintenant. voilà, C'est là même pas, ils peuvent ils sont sur s'amuser, leur quoi. machine. Mmh. Mais quand ça arrive, ce genre de choses, c'est à nous de changer tous nos mots de passe et on peut Ouais. générer un nouveau coffre-fort qui va régénérer les mots de passe. En fait, je pense qu'il y a de plus en plus de systèmes qui permettent, même quand ils voient qu'un mot de passe est compromis, ils vous envoient automatiquement sur la page sur laquelle on peut changer le mot de passe, ils Mmh. régénèrent le truc. Donc ça prend un peu de temps, mais ça prend de moins en moins de temps, c'est plus en Ouais. plus facile Ouais. à gérer. Donc c'est vrai que il tout le monde peut se faire hacker. Il y a toujours une probabilité, dans pas mal de cas, elle est vraiment, très petite, que ça arrive. Et en fait, en sécurité, on ne cherche jamais la sécurité totale, on sait que ça n'existe pas. On cherche juste à réduire les probabilités à un niveau qui Mmh. est acceptable. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas en train de construire une maison qui va résister à une chute de comète. Non, Pourtant, ça pourrait arriver, la mais la probabilité probabilité est tr existe. voilà, elle est très, très, très faible et donc on ne s'en soucie pas. Par Mmh. contre, on a tous mis normalement une serrure sur notre porte parce que la probabilité que quelqu'un essaie de rentrer, voilà, elle est quand même un Ouais. peu plus, importante. La probabilité que quelqu'un arrive à hacker des systèmes comme, bon, tu parlais d'Office 365, il y a Apple, enfin les grands GAFA, le GAFAM même maintenant, heu, elle existe bien sûr, mais ils le savent et ils ont des budgets de Mmh. dingue pour se protéger et pour nous Ouais. protéger aussi. Donc quand on utilise des gros acteurs qui ont du budget, qui font les choses correctement, il y en a pas mal d'ailleurs qui font pas mal de recherches en sécurité, qui ont mis en place des systèmes de développement, et de gouvernance pour augmenter la sécurité de Mmh. leur système, à un point que, ben, il y a peu de sociétés qui arrivent à ce niveau de sécurité-là et donc Mmh. mettre nos œufs dans leur panier, c'est probablement plus sûr que de le mettre dans le nôtre. Parce qu'eux, leur Ouais. panier, il a été, vraiment bien pensé et nous, quand on le fait, bon. Donc oui, Donc si il je y a un t'écoute bien, risque, il y a mais il 3 reste niveaux. minimal, quoi. Il y a Ouais, il y a 3 niveaux. Donc il y a le niveau de l'utilisateur qui est le plus bas, hein, je fais tout moi-même, je note pas, je retiens tout. Allez, si tu as une super mémoire, ça marche aussi. Il y a le fait d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, c'est déjà très bien, d'une marque, n'importe laquelle et je ferai la différence avec le fait d'aller utiliser les gestionnaires de mots de passe d'Apple, Google, Microsoft, hein, les grands noms qui, eux, offrent quand même un niveau de sécurité encore supérieur parce qu'ils ont des moyens pour garantir la sécurité de leurs utilisateurs que des plus petites boîtes n'ont pas, en fait.
Donc c'est ça que bah, Oui, personnellement, c'est ce que je pense aussi. Moi, je peux le dire, moi, mon gestionnaire de mot de passe, c'est celui de mon téléphone, de mon iPhone, j'utilise celui d'Apple. J'utilise le trousseau d'Apple, je trouve ça très, très pratique et il est synchronisé partout et ça me pose aucun problème et petit aparté, parce que parfois j'ai besoin d'un mot de passe que je connais pas évidemment, hein, parce que la plupart de mes mots de passe, moi je les connais pas, et je suis pas sur ma machine, mais je sais et où j'ai pas mon téléphone, je sais m'identifier, sur iCloud et de là, je peux récupérer mon mot de passe via internet. Donc c'est aussi possible de faire ça. Ça m'arrive une fois par an, max, parce qu'en général, j'ai toujours mon téléphone sur moi, mais quand même, si ça devait arriver, je sais quand même y accéder et c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup plus confiance. Bah, je nomme en général 4 grands acteurs. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais oui, les 4 que je cite en général, c'est effectivement Google, Microsoft, Apple et Amazon. Amazon, on pense que c'est juste enfin, pour beaucoup de gens, c'est juste un magasin en ligne, c'en est un, mais c'est surtout un des plus grands providers de serveurs informatiques au monde, avec AWS, qui est une des plus grosses boîtes de serveurs informatiques au monde, qu'utilise d'ailleurs tout le monde. Toutes les autres les utilisent. Ils dépensent des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions en sécurité aussi, comme les autres. Donc on peut aussi leur faire confiance à ce niveau-là. oui, tout à fait. Et Et oui, vas-y. et j'ai perdu le Ah, c'est pas grave. le fil de mon Alors on va idée, parler de donc ça reviendra. biométrique. On va parler de biométrique parce que, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. On en a un petit peu parlé, tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement. Bah, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parce que tu parlais effectivement tout à l'heure de mot de passe. C'est quelque chose qui est pas génial, mais on peut le doubler avec les biométriques. Vas-y, je t'écoute. Beh, la biométrie, ça a un avantage pour l'utilisateur en tout cas, on risque pas de le perdre. Enfin, Ah, c'est quoi la donc biométrie si d'abord? Désolé. bah, la biométrie, c'est utiliser je vais faire juste un petit pas en arrière. Il y a 3 Vas-y. façons d'identifier les personnes. Ce que l'on sait, ce que l'on a ou ce que l'on est. Ce que l'on sait, en général, c'est justement le mot de passe. Ce que l'on a, bah, ça peut être une clé, ça peut être, un digipass ou un truc comme ça, en tout cas dans l'informatique et ce que l'on est, c'est la biométrie, c'est-à-dire notre empreinte digitale souvent, les caractéristiques de notre visage. Il y a des choses qui Mmh. se font un peu dans tous les sens, hein. Il y a, on fait de la biométrie sur la paume des mains, sur la façon de Ouais. taper aussi. Il y a notre façon de marcher, mais enfin bon, les trucs les plus courants de nos jours, ça reste l'empreinte digitale et la reconnaissance du La visage. reconnaissance Dans les faciale. trucs Mmh. faciales, voilà. Plus évolué, vous avez aussi la reconnaissance de l'iris, mais bon, ça c'était très, Mission Impossible et autres films, mais on le retrouve de moins en moins quand même. Ça s'est fait à un moment donné, hein, ça s'est fait beaucoup, mais puis on est quand même passé plus à d'autres choses. Donc l'avantage en effet, c'est qu'à moins d'un accident, il y a peu de chances qu'on perde ses doigts ou son visage, et qu'en plus on a, cet avantage, c'est que c'est rapide. C'est-à-dire que, Mmh. souvent, c'est 1 ou 2 secondes et donc en termes d'usabilité, enfin de convivialité pour l'utilisateur, c'est probablement ce qu'il y a de plus convivial dans les 3 possibilités. La seule petite difficulté, c'est que, il faut en général un capteur spécifique, mais Mmh. la plupart des téléphones maintenant ont un capteur d'empreinte digitale ou une caméra pour pouvoir reconnaître le visage. Hem, Au début, Les ordinateurs aussi i aujourd'hui utilisent ça. voilà, c'était un peu, ça se retrouve un peu dans tous les systèmes de nos jours, donc c'est pour ça que ça on a de plus en plus de systèmes qui l'utilisent. C'est vrai qu'au début, vous aviez les systèmes de reconnaissance faciale où, si vous mettiez une photo de quelqu'un parce que c'est ça le problème de la biométrie, c'est qu'on la retrouve partout. C'est-à-dire que si je vous vois, je vois votre visage, ben, je peux en prendre une photo et peut-être la montrer après à un ordinateur, mais les ordinateurs ont évolué, enfin les systèmes ont évolué justement pour ne plus se laisser berner par, ce genre de système, enfin ce genre Et parce qu'on l'a de vu dès le technique. départ, Oui, quand ils ont lancé ça, il y a eu plein de vidéos de mecs qui disaient: «Ouais, j'ai pu berner, le capteur de biométrie faciale, j'ai pu créer une empreinte digitale de quelqu'un». Alors en laboratoire, hein, soyons clairs et puis c'était il y a ah oui, longtemps parce on les voit beaucoup moins aujourd'hui ces gens-là mais c'était au tout début de la technologie. Hem Et puis il y a un autre truc, je te laisserai finir après, mais il y a un autre truc moi qui m'est arrivé et c'est vrai que j'avais pas la j'avais pas vraiment la réponse parce que je sais pas comment faire, mais je parle pas de jumeaux, je parle de parce que les jumeaux avec la reconnaissance faciale, bah, là, effectivement, c'est problématique. L'empreinte digitale, je ne sais même plus d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont les mêmes empreintes digitales, les jumeaux? Je ne sais pas. non, non, ils n'ont Non, pas. donc ça peut fonctionner. Donc ils se C'est la seule concentrent chose là-dessus. différente, ouais. Mais j'ai déjà vu et même sur des iPhones, j'ai déjà vu, enfin quelqu'un me l'a raconté, mais je l'ai vu quelqu'un dans mon entourage aussi, un enfant qui a débloqué,
le téléphone de sa maman. Et là, typiquement, il y a encore des limites à ça. Bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est Oui, plus sécurisé que tout le reste, mais il y a encore des limites aujourd'hui. mais là aussi, hein, bon, le diable est toujours dans le détail, hein, c'est-à-dire que dans la reconnaissance des empreintes digitales, on ne reconnaît pas toute la forme des empreintes digitales, on prend certains points, ce qu'ils appellent les minuties. Mmh mh. Et les Mmh. systèmes les plus basiques prennent 5 points. Et en fait, 5 points, eh ben, il y a énormément de probabilités que quelqu'un d'autre ait les 5 mêmes points qui sont. Je crois que les systèmes avancés maintenant, la plupart sont sur 9 points, où là, bah, c'est un peu comme les mots de passe, hein, si vous avez un mot de passe de Ouais, 5 caractères ou un mot plus de c'est passe long, 9, c'est ça. en plus c'est long, et cetera. Donc c'était une possibilité avant. Moi, je sais qu'en reconnaissance de visage, il y a quelques années de ça, j'avais essayé sur un des téléphones, un des premiers téléphones où il y avait une reconnaissance de visage, ma fille avait débloqué mon téléphone. Bon, il y a probablement un peu de ressemblance, mais malgré tout, ça n'aurait pas dû, se passer, et de nos jours, ça ne se passe plus. Mmh. On a ça aussi avec la reconnaissance vocale, hein, il y a de plus en plus d'assistants vocaux qui sont censés normalement reconnaître la voix des gens. Il y a moyen parfois de les avoir aussi, mais ça évolue, et ça a toujours été une tendance en sécurité, c'est-à-dire qu'on met en place des techniques pour sécuriser les choses, les hackers trouvent des failles, on Mmh. évolue, on améliore la Le jeu technique, du chat et et de la c'est une souris. course permanente, voilà, donc mais l'avantage aussi, c'est que, comme tu le disais, la plupart de ces technologies sont développées par des entreprises qui ont beaucoup de moyens maintenant et qui ont une vraie tendance à améliorer la sécurité, ou en tout cas à penser la sécurité dès le départ, et donc on évolue très, très vite à ce niveau-là. Donc Mmh mh. quelque chose qui permet d'avoir un bon compromis entre la facilité d'utilisation et la sécurité. Mais souvent, de toute façon, c'est combiné avec un mot de passe, mais l'avantage, c'est qu'on peut le combiner peut-être avec un mot de passe peut-être plus simple, ou qu'on change moins souvent, parce que, bah, ça va être plus compliqué d'avoir les 2 en même temps. Oui et d'ailleurs, juste je vais revenir là-dessus avant de sauter au sujet que tu viens d'introduire, hein, qui est en fait le fait d'avoir un second facteur d'identification. Mais c'est aussi quelque chose une discussion que j'ai eue très récemment. Je donnais une formation et quelqu'un me disait: «Oui, mais j'hésite moi, les biométriques parce que, bah, ouais, j'ai pas envie qu'Apple ou Google ou Microsoft aient la reconnaissance de mon visage ou aient mon empreinte digitale». Ils ne l'ont pas. En fait, Ils n'ont il pas. y a des gens qui l'ont, c'est l'État. Parce que votre passeport, en Belgique, par exemple, votre carte d'identité, vous avez dû mettre vos empreintes digitales. Si vous êtes allé une fois aux États-Unis dans votre vie, bah, ils ont vos empreintes digitales aussi. Il y en a qui l'ont, mais les grosses boîtes l'ont pas parce que en fait, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale est encodée sur une puce spécifique sur l'appareil qui va simplement après quand on va essayer de vous reconnaître, dire: «Je connais» ou «Je sais reconnaître ce visage ou cette empreinte digitale» et donc c'est bon, tu peux ouvrir cette porte-là. Mais c'est stocké en local, donc ça n'est pas exporté. C'est pas les Apple, Google et Microsoft qui ont vos données, c'est l'État et d'autres institutions publiques. Donc c'est pas là où vous devriez avoir peur. Juste pour finir ce truc-là, parce que je sais que c'est quelque chose que certaines personnes, bah, ou plutôt sur lesquelles certaines personnes se posent une question et parfois sont inquiètes. Hem mais donc voilà, tu parlais maintenant, tu as introduit le sujet de la seconde identification parce qu'on l'a vu, le mot de passe, il n'est pas prêt de mourir, même s'il y a des initiatives du style passkey qui sont nées et qui se développent, il y a toujours un mot de passe caché derrière. La bonne façon de faire, c'est effectivement d'avoir un mot de passe sûr, mais d'avoir un second facteur, d'avoir une seconde manière de vous identifier, en fait une seconde clé, mais une seconde clé qui est différente. Parce que tout à l'heure, Emmanuel disait, il y a 3 manières de vous identifier, hein, ce que vous savez, ce que vous avez, ce que vous êtes. Heu, 2 mots de passe différents, c'est un seul facteur. 15 mots de passe, c'est un seul facteur. 100 mots de passe, c'est un seul facteur, c'est le mot de passe. Pour avoir un second facteur, il doit être différent. Alors ça peut être effectivement les biométriques, la reconnaissance faciale, ou l'empreinte digitale. Ça peut être un SMS que je reçois sur mon téléphone. Ça peut être une application comme, Microsoft Authenticator ou même Google Authenticator qui vont donner un code et pour ceux qui l'utilisent, ils le savent, hein, c'est un code qui est temporaire. Donc on voit, il y a une petite roue qui tourne et qui dit: «Voilà, il vous reste 15 secondes pour l'utiliser». Au bout de 15 secondes, il en génère un nouveau et il y a que celui-là qui sera valable. Il y a différents moyens d'utiliser la seconde identification. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est vrai que de plus en plus, les grosses, boîtes et les Facebook et les Apple ont fait des campagnes, parfois même ont obligé certaines personnes à le faire entre guillemets. Hem, il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés au-dessus et qui ne l'ont pas fait.
Oui, et je pense que c'est dommage parce que, il y a une vingtaine d'années, on faisait déjà du double authentification, mais ça coûtait très cher. Les systèmes, fonctionnaient principalement avec des petits tokens, hein, ce qu'on appelait des digipass ou des choses comme Mmh. ça, Ouais. qu'il fallait distribuer aux gens, enfin, c'était compliqué. Maintenant, quasiment tout le monde utilise, ce qu'on appelle les soft tokens, c'est-à-dire, comme tu venais de l'expliquer, un mot de passe qui change toutes les minutes sur ton téléphone, et donc vu que le smartphone, c'est le plus haut taux de pénétration en termes de technologie, en tout cas en Mmh. Belgique, hein. Je pense qu'on est à 94 de la population qui en a un, donc en gros, ça doit être juste les bébés qui en ont pas pour l'instant, et certaines Heureusement, faut pas voilà, commencer trop tôt. mais non, heureusement. Mais donc c'est une technologie facile à déployer, très bon marché, et qui fait que même si maintenant je reçois un email de phishing, je mets mon mot de passe dedans, en ayant combiné ça avec, un one time password ou n'importe quelle autre technologie qui permet de faire du two factor authentication, donc une authentification à 2 facteurs, eh ben, je ne suis pas compromis parce que Mmh. l'attaqueur n'a pas encore le deuxième facteur. Alors, il y a des techniques qui permettent de récupérer le deuxième facteur, hein. Ils vont nous envoyer des SMS, ils vont refaire peut-être du phishing un peu après, heu, ils peuvent mettre en place, mais ça veut dire qu'ils doivent réussir 2 fois. Réussir une fois, c'est déjà pas évident. Réussir 2 fois, ben, ça l'est encore moins, Mmh. et donc rien que ça déjà, on va diminuer fortement la probabilité qu'il y ait une faille, et là aussi, s'ils récupèrent notre mot de passe sur un autre site, à partir du moment où on a mis du tout effet, ils ont juste le mot de passe, ils savent pas aller plus Oui. loin, Oui, oui. et donc en termes de sécurité, je parlais de ce compromis, hein, entre la facilité et la sécurité. Bah, je pense qu'on est dans quelque chose qui reste relativement simple d'utilisation, bon marché, et qui est, très sécurisé. Je pense que c'est pour ça aussi, hein, que les dernières campagnes du Centre belge de la cybersécurité et de la Mmh. plupart des banques tournent en effet sur l'utilisation du tout effet, et je pense que maintenant, il y a quasiment plus de sites sérieux qui n'offrent pas au moins cette possibilité-là. En effet, Mais en par contre, effet. ils ne le forcent pas encore. Non, et il faudrait qu'un jour, ils vont devoir le faire. En fait, le jour où ils vont devenir responsables de la sécurité de leurs utilisateurs, enfin des données de leurs utilisateurs end to end, parce qu'on dira: «L'utilisateur est trop faible», parce qu'un jour ça pourrait arriver. La justice pourrait dire: «Écoutez, l'utilisateur, désolé, il est trop faible, il comprend pas, il n'y arrive pas, vous devrez le faire», et là ce sera forcé. Très honnêtement, moi je suis assez pour, hein. Je suis assez pour le fait que les sociétés obligent les gens à avoir la sécurité. Alors attention, d'abord, qu'ils aient tous la même ou qu'il y en ait juste 2, parce que si chacun se met à lancer sa propre sécurité, ça va devenir l'enfer, les gens vont plus comprendre. Mais si on se mettait tous à utiliser le même système de sécurité et qu'il soit obligatoire, bah, on rendrait la vie des cybercriminels beaucoup plus compliquée, et finalement, allez, je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on l'a vu, je veux dire que la ceinture de sécurité a été installée dans les voitures parce que c'était important pour la sécurité des utilisateurs, mais les gens s'en fichaient. Alors on l'a rendu Oui. obligatoire, et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent même pas prendre leur voiture sans leur ceinture. Je pense qu'à un moment, il faudra rendre la sécurité obligatoire, honnêtement. Mais ça sera peut-être un autre sujet de fond à avoir. Mais je pense que, un des trucs qui change très fort, parce que j'utilise souvent aussi, l'exemple de la voiture. Heu, Moi, quand j'ai eu ma première voiture, hein, c'était dans les années 90, donc ça remonte quand même un peu. Il y avait un truc très à la mode à l'époque comme alarme, ils appelaient ça les VV2, et alors c'était tu devais, klaxonner une fois, mettre le clignotant à gauche et puis allumer la lumière à l'intérieur pour déverrouiller. Ouais, ouais, Ça je me semblait souviens très de fun, ça. mais personne n'aimait ce truc-là parce qu'on se Non, trompait tout le temps, et puis puis tu après, klaxonnais à chaque il fois que tu fallait partais, avoir tu te une fâchais avec clé, tes voilà, voisins. c'était compliqué. Maintenant, en fait, la plupart des voitures sont sécurisées comment? Bah, vous avez votre clé dans votre poche, vous approchez, ça déverrouille tout et voilà, et plus personne ne se plaint de la sécurité des voitures. Pourquoi? Parce Non. qu'ils l'ont rendue très conviviale, et je pense que c'est Mmh là mh. aussi où on va maintenant, c'est que, c'était un facteur qui était souvent ignoré, et ça a changé, je pense ces dernières décennies, c'est que de plus en plus, les créateurs de systèmes informatiques pensent en termes de convivialité. Ils disent: «OK, il faut pas uniquement que je fasse un système qui est sécurisé, il faut que je fasse un système qui est utilisable par tout le monde», parce Mmh. qu'il y a 30 ans, c'était des gens très spécialisés qui avaient des ordinateurs. Maintenant, tout le monde a un ordinateur. D'ailleurs, de nos jours, sans ordinateur, on a un vrai problème, c'est que on ne sait plus faire, toute une partie de l'administratif, nos impôts et Mmh. cetera, même s'il y a encore
moyen de le faire, ça devient de plus en plus compliqué, même accéder à sa banque, hein. Yep. On sait que ça devient compliqué, donc on doit vraiment inclure tout le monde dedans et donc il y a quand même de plus en plus de recherches qui a été fait sur, la convivialité et l'utilisabilité des systèmes informatiques et aussi des systèmes de sécurité comme ça et donc je pense que, justement, des systèmes comme ceux qui utilisent les téléphones, vu qu'on sait que tout le monde en a ou quasiment tout le monde en a et que c'est très facile, enfin que les gens ont l'habitude de l'utiliser, on va arriver à quelque chose de je pense par exemple maintenant, hein, on a un système en Belgique qui est génial, qui est Itsme, Ouais, qui a un niveau de sécurisation très élevé. J'ai vu que dans la nouvelle version, ils avaient intégré un lecteur de QR code. ouais. Pourquoi? Parce que pour éviter que les gens ne se trompent et ne fassent encore des erreurs. C'est encore un pas en avant vers l'utilisabilité du système et ça, c'est génial. Et je pense que cette tendance-là va aider. Attention, la sécurité, l'ISMI, elle est là et je pense qu'on va pas la contredire. D'abord parce que l'ISMI a été créé par l'État, les banques, les telcos, donc on a eu tous les spécialistes de ces grosses boîtes pour garantir un niveau Oui, de sécurité. En revanche, elle reste encore dépendante de l'utilisateur parce que It's Me va, de manière très sécurisée, me dire ce que je fais. Tu es en train de faire un transfert, tu es en train de t'identifier à tel endroit, mais si tu lis pas ce que l'écran te montre oui. avant de dire oui ou non, et je sais qu'il y a des fraudeurs qui aujourd'hui utilisent ça, font croire au téléphone, par exemple, à une personne que, bah, ils font une action A et puis le téléphone montre une action B et les gens disent: «OK». Non, non, It's Me est très sécurisé. Ça veut dire qu'It's Me ne va pas vous mentir et si It's Me vous dit: «Vous êtes en train de faire ça», c'est exactement ce que vous faites. Ça veut dire que c'est la personne qui est peut-être au téléphone qui vous dit autre chose qui est en train de vous mentir et ça encore, je pense qu'il y a encore du travail aujourd'hui pour que, tout le monde le comprenne parce que et c'est intéressant, il y a un niveau très élevé de sécurité dans It's Me. En fait, It's Me n'a jamais été piraté, il y a pas de problème là-dessus. Mais alors les gens pensent que c'est tellement sécurisé qu'ils doivent pas faire attention. Alors que si, je dois moi regarder ce que je valide, ce que parce que ça, It's Me peut pas le faire à ma place. Je dois décider, regarder si c'est OK pour moi de dire oui ou de dire non. Mais c'est une Et puis il y a possibilité que tu as Pasky. dans Itsme que tu n'avais pas avec ton Ouais. Digipass, par exemple. Ah ça Donc c'est clair, absolument. donc Et je pense que c'est c'est ça déjà un niveau et aussi. en effet, il faut que l'utilisateur le comprenne. Ouais. Et puis il y a Pasky qui arrive. Alors Pasky qui arrive, on en parlait déjà il y a 1 an de Pasky. Je pense qu'on a fait un épisode du podcast sur le sujet il y a déjà 1 an. Ça fait peut-être même peu plus d'1 an. Passkey qui était annoncé comme étant la mort du mot de passe. Alors ça le sera quand, tout le monde aura implémenté Passkey, ce qui sera à mon avis jamais le cas, parce que les toutes petites entreprises vont peut-être pas le faire. Mais en tout cas, tous les grands l'ont déjà fait. Alors les Google, les Microsoft, les Apple l'ont fait. Heu, Passkey, c'est une façon de s'identifier sans avoir plus de mot de passe. Là où moi j'ai et peut-être tu le sais, j'ai pas l'information, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Est-ce que si j'implémente Passkey, ils détruisent automatiquement mon mot de passe? Parce que clairement, tous ces comptes sur lesquels je vais le configurer, il y avait déjà un mot de passe avant. Tu sais comment ça se Non, passe je toi connais ça pas ou pas? les Faudrait détails, que je regarde donc d'ailleurs parce que s'il reste un mot de passe derrière, bah, c'est un peu dommage parce que c'est bien mais il y a plus de mot de passe mais derrière. Mais parce qu'il fonctionne comment? Eh bien, en fait, il va utiliser votre téléphone portable pour créer 2 clés, une clé publique et une clé privée. Et la clé publique, elle est donnée et même si elle est connue, elle sert à rien de toute façon. Et c'est votre téléphone qui va servir grâce à la connexion Bluetooth avec votre, ordinateur. Pourquoi connexion Bluetooth? Parce que vous devez être à côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait loin de vous, qui serait en train de vous manipuler ou un hacker qui serait en Chine ou en Russie, je ne sais où, ou même dans la maison d'à côté, bah, il peut pas s'identifier à votre place parce qu'il doit avoir un l'appareil, 2 l'appareil doit être à côté de l'ordinateur que vous utilisez. Donc typiquement, c'est vachement bien. Là où moi j'ai quand même un peu une critique, c'est qu'ils l'ont pas tous appelé pareil. C'était pas très clair. Au départ, ils l'ont annoncé comme passkey, puis on a dû un autre nom et puis on sait plus. «Oh mais alors est-ce que je l'ai implémenté ou pas? Est-ce que c'était ça que j'ai utilisé ou pas?» Et donc là encore, d'un point de vue communication, ils auraient pu faire un effort d'uniformisation et de clarté pour que tout le monde sache ce que c'est et ce que j'utilise. Typiquement, il y a peu de gens, même ceux qui l'ont implémenté, qui ont compris comment ça fonctionnait et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais implémenter un truc pareil qui est quand même une grande révolution, enfin, parce qu'ils ont travaillé dessus depuis plus de 10 ans, et se planter sur la com, c'est dommage. oui et on en parlait, hein, c'était, la simplification des systèmes est quand même un des facteurs qui va permettre la généralisation du système. C'est-à-dire que quand quelque chose est compliqué, on a une niche, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont l'utiliser parce qu'ils sont, comment dire? Assez, à l'aise avec toutes les nouvelles technologies, mais on ne va parler que de 20 de la population. Or, pour Mmh. que ça devienne Ouais. vraiment sécurisé, il faut qu'on arrive à un plus grand nombre de gens et donc que ça devienne de plus en plus,
facile à utiliser ou en tout cas de plus en plus courant, que les gens le comprennent. Tant qu'il y aura plus des systèmes tout à fait différents, si l'utilisation est la même, c'est vrai que si et qu'on on arrive à avoir une uniformisation au moins sur le nom, en tout cas que là tout le monde utilise enfin, Mmh. comprenne que cette La technologie, même c'est cela nomenclature, ouais. exactement, voilà la même nomenclature, on aura fait, aussi des progrès. Maintenant, c'est toujours le truc, comme tu dis, ça a mis un certain temps à être développé. Tout le monde n'a peut-être pas développé ou implémenté, enfin mis en œuvre de la même façon. Il va falloir un peu de temps, je pense, pour que ça mais Mmh. on a toujours eu ça, hein, finalement, on en revient au VHS et au Betamax il y a 30 ans ou 40 ans, heu et puis il y en Oui, il a y en un a qui quand même un qui gagne a pas et survécu. Oui, c'est ça. voilà et puis voilà, ça Enfin, quoi va qu'entre-temps, ils sont morts tous les 2, mais ouais. ils ont bah, il y en a qui en ont encore, mais bon, personne ne Ouais, veut les regarder, mais c'est mais pourquoi? Parce que la qualité est devenue meilleure et c'est vrai que les choses ont évolué et finalement, on a la même chose aussi, à tous les niveaux, hein. C'est qu'il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent et il y a une compétition qui est saine, justement, parce que ça fait évoluer, heu mmh. et puis il y a à un moment donné, une sélection presque naturelle de la technologie. Hem, écoute, on verra parce qu'il y aura probablement encore des choses derrière ça, hein, Ouais. là, pourquoi est-ce que Passkey a pu évoluer? C'est parce que justement, Bluetooth est devenu un standard de fait dans la plupart Mmh. des systèmes. Il y en a dans les téléphones, il y en a dans les ordinateurs aussi, parce qu'on a nos casques qui sont en Bluetooth et cetera. On ne sait pas quelle est la technologie qui va arriver dans 5 à 10 ans et probablement plus 5 que 10 parce que ça évolue de plus en plus vite. C'est vrai que, bah, on a aussi, hein, ces petites clés, qui permettent de stocker nos mots de passe et des clés Ouais, dessus, qu'on mettait normalement dans le port USB, qui maintenant fonctionnent aussi soit en Bluetooth, soit en NFC, NFC, ouais. qui est une Mmh. voilà, qui te tiennent aussi de, c'est possible parce que toute cette technologie a évolué. Donc tout Mmh. ça va évoluer rapidement. C'est peut-être ça un des problèmes maintenant, c'est que, pour beaucoup de personnes, ça devient difficile de suivre toutes ces avancées. Il faut presque se professionnaliser, heu et c'est vrai Ou que écoutez Le autant Fraudeur, le hacker avant, et vous, le meilleur podcast, voilà, sur le sujet. Oui, avec toutes les nouveautés on va d'ailleurs. commencer à oui, on essaye de couvrir l'actualité et simplement, eh bien, on est déjà à 52 minutes, c'est le plus long podcast qu'on a jamais fait, mais je pense qu'avec la discussion, ça rend quand même le sujet super intéressant. On va finir parce qu'on a parlé, hein, donc on va un petit résumé, on a parlé des mots de passe qui doivent être longs, différents, hein, phrase de passe, mais différents partout. Le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, vous en avez un dans votre téléphone, qu'il soit Android ou qu'il soit, Apple. Hem Et l'identification à 2 facteurs, hein, un second facteur, que ce soit les biométriques, les SMS, les applications spécialisées là-dedans. Bon, très bien, j'ai compris, je vous ai écouté les gars, Emmanuel était clair, Alexandre était un brosse, OK super, maintenant je fais quoi? Je change lesquels? Alors j'ai une question à te poser pour finir. Si demain, enfin non pas demain, si dans 5 minutes là, toi tu avais pas justement, déjà mis tout ça en place, tu recommanderais à quelqu'un qui est dans ce cas-là de changer les mots de passe sur quel compte en premier. Et quels comptes sont peut-être moins importants, même si on le sait, il faudrait le faire partout, mais bon, soyons pas non plus, plus catholiques que le pape. Heu, Lesquels sont importants? Ouais, je pense que le premier, alors j'hésiterais toujours entre le bancaire et l'email, mais je pense que l'email reste le 1er. Pourquoi? Parce qu'on peut souvent faire les resets de mots de passe à travers l'email aussi et donc si quelqu'un a accès à notre email, il peut faire des resets de mots de passe, donc Mmh. on perd beaucoup. Donc peut-être pas tous les emails, mais s'il y en a un que vous utilisez systématiquement pour justement créer vos comptes, sur des entreprises où vous avez des données importantes ou sur vos comptes bancaires, eh ben, c'est celui-là que vous devez, sécuriser en premier. Clairement, s'il y en a un où vous devez mettre du double facteur, enfin de l'authentification double facteur, c'est celui-là aussi. Ensuite, oui, le bancaire, hein, tous les trucs où il y a de l'argent. Mmh. Hem Et puis à un moment donné aussi, je crois en troisième, ça serait les médias sociaux si vous êtes un gros utilisateur, parce que si c'est pas pour vous Ouais, protéger vous, c'est pour protéger vos amis. Parce que c'est celui-là qu'on va exact. très vite utiliser pour Mmh. essayer de convaincre vos potes que: «Ah, vous avez un problème, vous êtes en vacances et j'ai besoin d'argent», ou Exact. simplement pour vendre et pour envoyer des liens qui sont, malicieux. Après voilà, Mmh. pour les autres, les sites sur lesquels vous allez une fois par an, ça peut prendre du temps. Et toujours la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que le hacker va Ouais, pouvoir faire ouais, avec ouais, cet ouais. accès? S'il y a pas d'argent dessus, s'il y a pas de données sensibles, s'il y a pas de choses qu'il peut utiliser pour, peut-être, avancer dans une attaque,
moins d'urgence, quoi. Mais je pense que Ouais. l'email Bah, maintenant j'ai les reste 3 même. encore central. Ouais. J'ai les 3 mêmes, dans à peu près dans le même ordre, effectivement, l'email. Je pense que et d'ailleurs, j'ai fait un petit épisode de court, sur le podcast, sur le fait que l'email, c'est le centre de en fait, c'est le centre névralgique de votre vie en ligne. Il y a tout, il y a tout. Il y a tous Oui. vos contrats avec votre banque, avec vos fournisseurs d'accès à internet, électricité et cetera. Moi, j'ai vu le cas d'un gars qui s'est fait pirater son Gmail et ils sont allés regarder dans ses emails, ils ont vu qu'il avait un crédit dans une certaine banque. Eh bien, ils lui ont envoyé un mail, ils ont fait une copie de l'email, ils ont envoyé un nouveau mail se faisant passer pour la banque. La personne n'a pas regardé d'où venait le mail et l'email disait: «Bah, voilà, ça fait 3 mois qu'on n'a pas reçu, le paiement pour votre crédit, on va vendre votre maison puisqu'on a un droit hypothécaire sur la maison. Ou alors vous devez payer tout de suite tel montant sur tel compte», ce qu'il a fait évidemment et donc paf, donc il y a vraiment aujourd'hui avec l'email un problème de sécurité et c'est typiquement quand je disais tout à l'heure et je pense qu'on va faire un épisode sur devrait-on? Parce que je pense qu'il va être intéressant, peut-être on va trouver d'autres acteurs, pour discuter avec nous, mais devrait-on rendre la sécurité obligatoire dans certains domaines? S'il y a un endroit où ça doit être obligatoire, c'est l'email parce que c'est le centre de tout aujourd'hui, votre email. Vous parlez avec votre email de votre email avec quasiment toutes vos relations. Et comme disait Emmanuel aussi, c'est là où tous les réinitialisations de mots de passe pardon, vont arriver. On va sur Facebook, on fait réinitialiser le mot de passe, ça débarque dans votre email. Donc c'est le plus important. Ensuite, l'argent, oui. Alors, les banques n'ont plus, pour la plupart, de mots de passe aujourd'hui, voire que je crois qu'il n'y en a plus aucune en Belgique. En revanche, oui, tous les comptes en ligne qui ont accès à votre carte de crédit, parce que là aussi, c'est de l'argent. Donc, bah, si vous achetez sur Amazon et qu'ils ont votre carte de crédit ou un système de paiement, iCloud, parce que oui, ça paye tous les mois votre abonnement à iCloud ou et cetera, ou Google aussi, parce que ça vous permet d'acheter vos applications en ligne sans devoir à chaque fois rentrer votre, carte de crédit. Bah, tous ceux qui ont vos moyens de paiement, bah, là aussi, mot de passe long sur différents et second facteurs et puis les médias sociaux. Parce que on Ouais, le voit PayPal, aussi, hein. il y a de plus en plus de cas de gens qui se font pirater leurs médias sociaux. On n'en a pas parlé, on en parlera dans un prochain épisode, mais les fraudeurs sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de mecs qui se forment et qui se lancent là-dedans. Pourquoi? Bah, parce que c'est facile, ça permet de faire quand même pas mal d'argent en se prenant pas trop la tête. C'est totalement illégal, mais quand même ça les intéresse. Mais ils sont énormément sur le marché. Donc ça pousse automatiquement à une spécialisation. Et il y en a qui se spécialisent dans les médias sociaux et à faire des trucs avec vos médias sociaux en votre nom. Donc on ne peut pas aujourd'hui se dire: «Bah, ouais, mais non, ça va pas». Si, 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 si. Il y a des cohortes de gars qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a qui sont spécialisés dans les emails. Il y en a qui sont spécialisés dans les comptes bancaires. Et ces mecs-là, ils vont faire ça toute la journée. Donc si on ne sécurise pas ces comptes-là, bah, on leur laisse la porte ouverte. Il vaut mieux pas le faire. Donc voilà, effectivement, moi aussi, c'est ces 3 là. Si vous deviez, après avoir écouté cet épisode, changer des mots de passe sur un certain nombre de comptes, commencez par cela et puis après, avec le temps, bah, votre gestionnaire de mots de passe vous dira lesquels de vos mots de passe ne sont pas très sécurisés et c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Voilà. Emmanuel, je te remercie, c'était super intéressant. On est à 1 heure Merci quasiment, Alexandre. c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais c'était super intéressant. Donc, on se reverra très, très certainement bientôt dans un prochain épisode. Est-ce qu'il y a encore un mot que tu veux rajouter avant de finir ou on va juste terminer? On va juste terminer. Eh Passez ben de bonnes voilà. fêtes. Alors, merci effectivement, merci à toi d'être là. Merci à vous tous d'avoir, enfin d'écouter de suivre cet épisode. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser un like évidemment, vous le savez, hein, comment les algorithmes sur les médias sociaux fonctionnent. C'est le nombre de vues, c'est le nombre de likes, c'est la rapidité avec laquelle les gens vont la regarder aussi qui font que, bah, il va être poussé et donc plus de gens vont nous écouter. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez que plus de gens nous écoutent? Parce que finalement, vous, bah, ça vous intéresse peut-être pas. Si finalement, c'est aussi notre façon de se battre ensemble contre les fraudeurs et les cybercriminels. S'il y a plus de gens qui se protègent, bah, les mecs, ils font moins de thunes derrière, ils font moins d'argent et c'est mieux pour nous. Ça protège finalement la population contre les criminels. Donc, c'est aussi une façon de protéger les autres contre les criminels. C'est gratuit. Merci à tous, je vous souhaite à tous une très bonne, journée et de très bonnes fêtes on est juste entre Noël et Nouvel An et bah, à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.